30 janvier 1948. 6 mois à peine après l'indépendance, le Mahatma Gandhi, la grande âme, est assassiné par un fanatique hindou. Les millions d'Indiens qui viennent le lendemain lui rendre un dernier hommage traduisent la douleur d'un peuple déchiré. Monsieur Jain, à l'époque militant politique proche du parti du Congrès, témoigne. Ah, c'était vraiment capitaine, tout le monde est bouleversé, n'importe qui, même les musulmans, n'est-ce pas? C'était bouleversement, comme on a perdu notre père, on a perdu quelqu'un, hein, comme Nehru disait, il a résumé une lumière qui existait en Inde, n'est-ce pas, qui était éteinte. Gandhi, en 1947, était à l'apogée de son pouvoir, c'est-à-dire tout le monde le considérait comme un Mahatma, une grande âme, qui avait déclenché le mouvement d'indépendance en Inde et qui avait galvanisé la masse indienne. On l'a appelé Bapu, on l'a appelé toujours Gandhiji, jamais par le nom de Gandhi, et surtout Mahatma Gandhi, c'est-à-dire une personne qui avait la figure de père de la nation. Le 12 mars 1930, Gandhi quitte son ashram situé près de Ahmedabad. Il entame une longue marche de 400 km vers la mer. Cette marche non violente à travers les campagnes indiennes est quotidiennement enregistrée par les caméras des actualités cinématographiques de l'époque. Elle contribuera à faire connaître la personnalité de Gandhi en Occident. Mais surtout, elle est un défi direct à l'autorité britannique. Elle mobilise les populations indiennes sur le thème de la désobéissance non violente aux lois britanniques. En ramassant publiquement une poignée de sel, en conduisant des milliers d'Indiens à suivre son exemple, en faisant expliquer partout comment purifier le sel de la mer, Gandhi montrait que l'on pouvait briser le monopole du colonisateur sur la distribution d'un produit indispensable. Il démontrait aussi la force de la masse indienne. Et ce simple geste a failli tout faire basculer dès l'année 31. Lord Irwin, le vice-roi, se voit contraint de convoquer Gandhi en son palais de Delhi. Il négocie d'égal à égal avec lui. Gandhi accepte de suspendre la campagne de désobéissance et de se rendre à Londres, discuter de l'avenir des Indes. You intend to be in London? I know you're thinking. What do you want to say? Just a few words. Yeah. Would you say a few words for France, Mr. Gandhi? Finish now. En octobre 31, le Mahatma, en route vers l'Angleterre, traverse la France, partout salué par une foule curieuse. Il débarque en Angleterre, vêtu de son pagne de coton et de ses sandales, image vivante de l'Inde des 500 000 villages. Son vêtement est une véritable provocation pour les Anglais. Depuis 1921, Gandhi lutte contre l'importation en Inde des produits textiles britanniques. Pour lui, seul l'usage du rouet traditionnel pourra permettre de donner du travail à tous les villages indiens. Les Londoniens accourent pour voir cet homme, rendu célèbre par les actualités. Il déchaîne la colère de Winston Churchill, qui a dénoncé quelques mois plus tôt le spectacle nauséabond et humiliant de cet ancien avocat du barreau de Londres, aujourd'hui fakir séditieux, gravissant à demi-nu les marches du palais du vice-roi à Delhi. C'est pourtant ainsi vêtu qu'il est reçu par le roi George V à Buckingham. Il multiplie les rencontres. Il va dans le Lancashire prendre contact avec les patrons et les ouvriers du textile. Il leur explique pourquoi il est juste pour les villageois indiens de boycotter les produits britanniques
et de produire leurs propres tissus. Malgré la véritable fascination qu'il exerce sur des foules touchées par la crise industrielle, son discours ne pouvait être entendu. Les négociations de Londres sont un échec. La Grande-Bretagne voit alors encore dans son empire une solution possible à ses problèmes économiques. Elle n'est pas prête à perdre les Indes, pas même à s'engager dans la voie d'une autonomie possible. Gandhi rentrera les mains vides. Une chance historique de régler le problème indien venait d'être manquée. De retour en Inde, Gandhi continue sa lutte. Ce que Gandhi avait l'instinct. Il sentait les choses instinctivement. Et donc, il était toujours, presque près de la vérité. Cette vérité fut longtemps peu évidente pour les Britanniques qui multiplient les répressions. 400 morts et plus de 1000 blessés dans la fusillade ordonnée par le général Dyer à Amritsar en avril 1919. Des dizaines de milliers d'arrestations à la suite de la marche du sel. C'est dire que Gandhi, tout comme son disciple Nehru, feront de longs séjours dans les prisons britanniques. Plus de 2000 jours pour le premier, près de 9 ans pour le second. On sanctionnait ainsi leur rôle de leader du Parti du Congrès. Ce parti avait pourtant été fondé en 1880 avec l'accord des Britanniques, qui espéraient pouvoir dialoguer avec une bourgeoisie indienne anglicisée. Il était devenu le Parti de l'indépendance lorsque Gandhi avait lancé en janvier 1930 un appel en ce sens, au moment où il en remettait la présidence à Nehru. Les Britanniques avaient accepté par l'India Act de 1935 que des élections régionales soient organisées. Le Parti du Congrès acquiert ainsi une assise parlementaire dans l'ensemble du pays. Pouvait-il pour autant conduire l'Inde indépendante? Le pays restait divisé par les querelles religieuses entre les 100 millions de musulmans qui se reconnaissaient plutôt dans la Ligue musulmane de Jinnah. Et les 300 millions d'hindous qui suivaient plutôt le parti du Congrès, celui de Gandhi et de Nehru. Que faire en outre des quelques 565 États princiers qui coexistaient avec le gouvernement impérial de Delhi? En 1945, la Grande-Bretagne, affaiblie par la guerre, délègue des négociateurs afin de dénouer le problème indien. Les rencontres se multiplient à Delhi et à Simla. Ils ont entraîné tous les chefs, tous les partis, toutes les tendances politiques indiennes dans les négociations interminables où il y a eu un marchandage, n'est-ce pas, de petits poissonniers, n'est-ce pas, qui toujours aiguisait les ambitions l'un contre l'autre et qui a mis en lumière la fantôme des tendances provinciales, des particularités religieuses, sectaires. Il avait pour oublier qu'il y avait un certain but national. En tant que militant politique, qu'est-ce que vous pensiez des Anglais à l'époque? Pour nous, les Anglais, comme le peuple, étaient nos amis, mais nous ne voulions pas que les Anglais restent en Inde comme représentants de l'Empire britannique. Et donc, pour nous, l'impérialisme était un mal absolument, le mal qu'il fallait absolument éradiquer, à tout coup. Et aussi longtemps que les Anglais existaient en Inde, pour Gandhi, il restait toujours les tensions, les luttes, les querelles infinissables entre les différentes communautés. Et donc, pour que la paix règne en Inde, il fallait que les Anglais s'en aillent. Lord et Lady Mountbatten pouvaient se réjouir d'avoir mené l'ex-empire des Indes à l'indépendance. Le dernier vice-roi, arrivé en mars 1947, préside le 16 août de la même année aux cérémonies.
celle qui fête l'Inde indépendante à Delhi, celle qui fête le Pakistan indépendant à Karachi. La partition de l'Empire n'avait pu être évitée.